Libio 96.3, la radio qui est faite pour vous. Merci d'être avec nous sur nos différentes plateformes For You Media Africa, sur l'application éponyme, sur notre radio 96.3 FM et bien sûr sur nos antennes à télé. C'est un plaisir de vous retrouver, c'est l'émission L'Hebdo qui refait l'actualité de la semaine et ce dimanche nous ne parlerons que de géopolitique dans le cadre de cette émission. Nous serons accompagnés du docteur Yam Timba pour les différentes analyses. Parlons déjà de ce sommet du G7 qui a des allures de réunion contre la Chine et la Russie. Là-bas, ils ont discuté de la guerre en Ukraine, mais surtout de nouvelles sanctions contre la Russie et d'une nouvelle politique d'approche, disent-ils, avec la Chine. Aujourd'hui, ceux-ci décident de revoir leur politique d'approche ou encore leur relation avec Pékin, qui est considérée comme une aide à la Russie, mais aussi comme la plus grande puissance économique mondiale. Sans oublier de mentionner que les deux pays que sont la Russie et la Chine sont des pays amis, des pays alliés aujourd'hui, qui tout simplement décident d'aller ensemble sur la voie de la multipolarisation. Voilà des choses qui ne plaisent certainement pas au groupe des 7, dont les ambassadeurs avaient déjà étalé la batterie de sanctions, des nouvelles. D'ailleurs, des injonctions également, bien entendu, lesquelles on en parle tout à l'heure et c'est avec notre invité, je vous le disais il y a un instant seulement, le docteur Yam Timba qui est bien installé. Bienvenue à vous, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie, Madame Bégoudé. Je suis bien en place et j'espère que nous allons avoir un échange absolument fructueux. Absolument, il sera fructueux. Juste après cette transition, nous entrons dans le vif du sujet. Merci à la partie technico-artistique vaillamment assurée par Albert Dibonguet dans le cadre de cette émission L'Hebdo. Ce soir, c'est un plaisir de travailler évidemment avec toi, Dr Yam Timba, vous qui êtes avec nous dans cette émission. Déjà, le groupe des 7 s'est réuni à Hiroshima au Japon cette fois-ci et au cours de leur réunion, on a bien eu l'impression qu'il s'agissait d'une assise anti-russe et anti-chinoise, même si le président français Emmanuel Macron avait déjà déclaré que ce n'était pas le cas. On rappelle que cette réunion a débuté il y a 2 jours seulement, du 19 au 21 que nous sommes aujourd'hui. Donc elle est en train de s'achever et les dernières résolutions parlent uniquement de sanctions envers la Russie et envers la Chine, sans oublier une nouvelle politique d'approche. À quoi pourrait renvoyer tout cela ? Écoutez, il faut bien se dire que ce n'était pas une réunion qui arrivait de façon impromptue. C'est une réunion qui arrive dans un contexte très particulier. Oui. Et c'est un contexte, si vous voulez, de comment on appellerait ça ? Il s'agissait de faire un point sur l'action du G7 depuis le lancement de l'opération spéciale russe en Ukraine depuis le mois de février de l'année dernière. Et il est évident qu'il fallait attendre un certain nombre si vous voulez, des éléments de stabilisation au niveau des institutions de nombre de ces pays-là. Et aujourd'hui que la plupart sont relancés sur le plan politique, eh bien, il fallait faire le point. Et quels sont de quoi fallait-il parler ? Il fallait parler, si vous voulez, des lieux de tension dans le monde. Et ces lieux de tension, si vous voulez, qui contestent l'hégémonie du G7 sur la planète en ce moment. Oui. Et lorsqu'on dit le G7, au fond, de qui parlons-nous ? Nous parlons des États-Unis. Oui. Nous parlons de ce qu'on appelle généralement les Occidentaux.
les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, et puis on y ajoute généralement le Japon. Oui. Ces pays-là sont censés être, si vous voulez, les pays les plus développés du bloc qu'on appelle l'Occident, même si le Japon fait un peu cheveux dans la soupe. Tache dans le décor. Mais voilà. Mais toujours est-il que le Japon étant une semi-colonie américaine, eh bien, compte tenu de son poids économique et du marquage historique qui lui a permis de se redévelopper après la Deuxième Guerre mondiale, du fait de la culpabilité américaine, même si c'est une culpabilité qui est de façade, parce que on aurait pu prévoir que ce n'était pas nécessaire de larguer la bombe atomique, mais il fallait à l'époque faire peur à la Russie, entre autres choses, parce que la Russie, si vous voulez, avait décidé qui avait gagné la Deuxième Guerre mondiale en réalité, parce que c'est la Russie qui avait battu l'Allemagne. Oui. Il fallait quand même faire comprendre à la Russie, à l'URSS à l'époque, puisque la Russie n'est que l'héritière de l'URSS, il fallait comprendre à l'URSS que eux, les Américains, disposaient d'une arme qui leur donnait une certaine suprématie par rapport à l'URSS de l'époque, qui avait montré beaucoup de puissance et beaucoup de qualité dans la conduite de la guerre traditionnelle, ce qu'on pouvait appeler la guerre traditionnelle à l'époque, et que les États-Unis ouvraient dans le champ d'une nouvelle façon de faire la guerre à travers donc l'arme atomique. Donc, c'est déjà ça le G7, ça représente à peu près 30% du PIB mondial, un peu plus que 30% du PIB mondial, c'est à peu près 600 millions d'habitants, c'est-à-dire à peine 8% de la population mondiale. Ça représente aujourd'hui, si vous voulez, c'est étalé sur 3 continents, donc l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, et puis l'Extrême-Orient avec le Japon. Je vous donne ces caractéristiques-là qui sont géographiques, qui sont démographiques et qui sont économiques, parce que ça permet de mettre en perspective ce à quoi le G7 s'oppose. Le G7, c'est également 3 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Et le G7, c'est également le dernier empire colonial dans le monde aujourd'hui, c'est-à-dire la France. Dernier empire colonial qui est, si vous voulez, ce qui se justifie par la présence du franc CFA, que ce pays-là gère pour 15 pays, ou si vous voulez, de la zone franc, qui représente 15 pays africains, dont une zone franc CFA, 14 pays, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, et le franc comorien. Et il se trouve fort opportunément que l'un des présidents invités à la réunion du G7, c'est le président des Comores, qui est le président en exercice de l'Union africaine, invité à ce titre-là. Même si pendant ce temps-là, la France est en train de maltraiter les Comoriens, des Africains, dans une fausse histoire entre Mayotte et puis les Comores, alors que tout le monde sait très bien que, en fait, Mayotte, ça c'est les Comores. Oui. Le président a quand même été invité, nous espérons qu'il a fait valoir ce problème-là, qui risque de devenir un des conflits les plus importants que le G7 va devoir gérer, parce qu'il croit que le conflit ukrainien est peut-être le seul ou le conflit taïwanais. Donc, voilà les 2 zones, l'Ukraine, Taïwan. Ils doivent gérer cela. Mais cette réunion qui devait également, d'après eux, donner l'opportunité de voir comment ils vont happer l'Inde. Est-ce qu'ils vont convaincre l'Inde de s'aligner sur leur position? L'Australie, c'est déjà fait. La Corée du Sud, c'est tout naturellement que cela est fait. Le Brésil. Mais quand les Occidentaux font du racisme, personne n'en parle. Ils invitent le Brésil parce qu'ils estiment que les Brésiliens, en tout cas l'élite brésilienne aujourd'hui, l'élite politique et économique est blanche. Et qu'il s'agit de régler un problème de blanc. Ils invitent l'Inde parce qu'ils estiment que en Inde, on va essayer de dire que les Aryens, qui sont en quelque sorte les lointains ancêtres des Caucasiens et donc des Blancs, eh bien, il faut leur rappeler qu'il s'agit de régler un problème de blanc et qu'il va falloir s'opposer à ceux qui ne sont pas blancs, c'est-à-dire les Chinois, c'est-à-dire les Africains. Et le communiqué est suffisamment disant
ce communiqué dit le statu quo, l'organisation actuelle du monde ne doit pas changer, même surtout que pour eux, la stratégie, le protocole de Toronto, un certain nombre de principes mis en place par ces pays du G7 doivent demeurer, à savoir que la très petite minorité de 8% de la population mondiale doit continuer à régenter le monde, même s'il y a une montée en puissance des BRICS. Merci Dr Yamtimba pour cette première analyse, mais on ne saurait parler de ce sommet du G7 sans mentionner justement, au-delà de ce que vous avez souligné tout à l'heure, l'agressivité. Je ne sais pas si c'est l'agressivité qui est le mot le mieux choisi pour exprimer cela, mais en fait, la bagarre économique qu'il y a aujourd'hui entre ces différents pays dont je suis souvent surprise que la Chine et la Russie ne fassent pas partie, puisqu'il s'agit des plus grands pays sur le plan économique et sur le plan démographique, mais on a bien compris de quoi il est question. Cette bataille économique entre le G7 et la Chine, aujourd'hui, donne lieu à de nouvelles cartes peut-être à rebâtir, en ce que les pays du G7 sont quand même un peu dépendants aujourd'hui de la Chine, et lorsqu'ils parlent d'une nouvelle politique d'approche dans les relations, ou alors d'une certaine distance, c'est le mot qui a beaucoup plus été utilisé, une distance de la Chine, on a bien envie de se demander si ça peut marcher ou alors à quoi ça peut ressembler quand aujourd'hui on voit les sanctions contre la Russie qui ne font pas du bien finalement aux pays européens, mais qui ne font pas plus de mal que ça à la Russie. Quand vous êtes petit, il est évident que vos pérégrinations idéologiques ou géopolitiques vous font plus de mal à vous-même qu'aux autres. Mais, si vous êtes une grenouille qui se croit plus grosse que le bœuf, forcément, vous ne vous en rendez. Vous n'avez pas le temps vous n'avez pas le sens des proportions. Et donc, nécessairement, vous allez croire que vous êtes un bœuf alors que vous êtes une grenouille. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Je dis ça d'abord parce que les Occidentaux ont comparé le PIB de la Russie à celui de l'Espagne. Le PIB de l'Espagne, c'est à peu près 1200 milliards de dollars. C'était une grossière erreur parce que j'ai beaucoup de mal à croire que les Russes étaient tellement naïfs qu'ils leur ont communiqué toutes leurs données économiques. Il n'y a qu'en Afrique où le FMI peut se permettre d'avoir nos données économiques les plus sensibles. Mais un pays comme la Russie ne vous dit pas tout. Un pays comme la Russie ne peut pas vous dire... ne peut pas vous dire quelle est la valeur ajoutée de son industrie spatiale ou de son industrie de l'armement. Un pays comme la Russie ne peut pas vous dire quelle est la valeur ajoutée de sa recherche scientifique. Un pays comme la Russie, pour rien au monde, ne vous dira ce que représentent, si vous voulez, les recherches les plus à la pointe ou les technologies les plus à la pointe. D'ailleurs, dans ce genre de pays, il existe des industries dont vous n'êtes même pas au courant. Vous ne savez même pas que ce type d'industrie existe. Donc, vous ne pouvez pas, de façon péremptoire, dire que son PIB, c'est telle ou telle chose. En fait, vous faites des estimations, des suppositions. Et, naturellement, la situation actuelle montre clairement que le PIB de la Russie est très, très loin de celui de l'Espagne. Et il est très loin d'être ce qu'on croit. Ça, c'est une chose. Oui. La deuxième chose, c'est que vous avez le rapport du G7 au reste du monde, aux BRICS, à l'Afrique, etc. Le G7, madame, n'est pas un peu dépendant. Il est totalement dépendant du reste du monde. Le G7 se fonde sur le dollar pour aspirer la valeur ajoutée qui se trouve un peu partout dans le monde. Sauf que, depuis que les BRICS se sont constitués de façon définitive, en tout cas sur la base des 5 qui existent là depuis 2014 à peu près, eh bien, le dollar a chuté dans les transactions internationales, sans qu'on s'en rende compte, de pratiquement 90% à 42% aujourd'hui. Et les BRICS ont simplement l'intention de mettre définitivement fin à ça. Les BRICS, c'est quoi? Les BRICS, redonnons les mêmes types de données qu'on a présentées à nos auditeurs il y a quelques instants, concernant le G7. Les BRICS, c'est 40% de la population mondiale. Nous sommes 8 milliards, estime-t-on, et les BRICS, c'est 3 milliards 200 millions d'habitants. Je ne sais pas comment 8% espèrent pouvoir tenir tête
à 40%. Je rappelle à tous les Africains que l'Europe n'a pu coloniser l'Afrique à la fin du 19e siècle que parce que l'Europe était 4 fois plus peuplée que l'Afrique. 4 fois plus peuplée. L'Europe avait 450 millions d'habitants et l'Afrique à peine 100 millions. Et l'Europe n'a pu mettre l'Afrique en esclavage que parce que l'Europe, au sortir du 13e, du 14e siècle, l'Europe avait à peu près la même population qu'elle a aujourd'hui. 600 millions d'habitants. Et l'Afrique, malheureusement, avait à peu près la même population. D'après les recherches de Madame Diop, l'épouse de Cheikh Anta Diop, l'Afrique était autour de 500-600 millions d'habitants. Légèrement moins peuplée, du fait des invasions arabes. La traite arabo-musulmane avait commencé depuis le 7e siècle. Donc ça avait sérieusement affaibli l'Afrique, qui s'était retrouvée autour entre 500 et 600 millions d'habitants. Et l'Europe, elle, était une puissance démographique montante, qui à cette époque-là avait atteint un peu plus de 600 millions d'habitants. Donc, parce qu'elle était légèrement plus peuplée, elle a pu enclencher le processus de la traite négrière qui nous a dépeuplés parce qu'aujourd'hui, les experts estiment que l'Afrique a perdu 300 millions de personnes en 5 siècles. Ce qui veut dire que c'est ça qui explique qu'au début, à la fin du 19e siècle, l'Afrique n'avait que 100 millions d'habitants et l'Europe était à 450 millions d'habitants. Vous allez me demander, mais comment l'Europe s'est-elle dépeuplée? L'Europe, en fait, s'est dépeuplée parce que une bonne partie, la naissance du capitalisme a fait que beaucoup d'Européens sont partis en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Amérique du Sud, entre-temps. La traite négrière a déplacé beaucoup de gens. Le capitalisme est venu amplifier ce mouvement-là. C'est ça qui a permis de peupler l'Australie, la Nouvelle-Zélande, une bonne partie de l'Afrique australe. Vous avez l'Amérique du Sud, vous avez l'Amérique du Nord. C'est ça qui a dépeuplé une partie de l'Europe. Vous avez même des zones comme Macao, Hong Kong, qui étaient peuplées d'Européens et beaucoup qui sont installés, par exemple, un peu partout. Tous ces gens-là étaient les colons, qui s'étaient installés partout. C'est ça qui a fait que la population a légèrement décru en Europe, mais en fait, une grande partie s'était installée dans le reste du monde. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, le reste du monde, les BRICS ayant 3,2 milliards d'habitants, c'est-à-dire 5 fois plus peuplés que toute l'Europe, et là, je compte l'Europe avec la Russie, parce que si vous enlevez la Russie, en réalité, vous aurez une Europe moins peuplée. Mais c'est quand on prend le G7 que ça fait à peu près 600 millions d'habitants. Donc vous avez 600 millions d'habitants du G7 d'un côté et vous avez les BRICS qui font 3 milliards 200 millions d'habitants, 5 fois plus peuplés. Enfin, un peu 6 fois plus peuplés. Donc, vous comprenez que le centre du monde bascule. La démographie est une arme extrêmement importante. J'ai eu la chance de m'exprimer sur l'arme démographique africaine plusieurs fois et en expliquant que l'Europe de un peu moins de 600, quand vous enlevez la Russie, l'Europe est autour de 500, toute l'Europe est autour de 500, un peu moins de 500 millions d'habitants. Et l'Afrique, c'est 1,5 milliard cette année. Et donc, ça fait 2,5 fois ou presque 3 fois la population européenne. Les Européens se souviennent qu'à la fin du 19e siècle, ils étaient 4 fois plus nombreux, ils ont pu nous coloniser. Nous sommes déjà 3 fois plus nombreux, ça veut dire qu'on va fatalement les coloniser. Fatalement les coloniser. Coloniser des gens veut dire quoi? Veut dire que nous parlons français aujourd'hui, là, vous et moi, alors que ni vous ni moi, nous sommes français. Ça veut dire que l'Europe risque de parler bassa dans 100 ans. C'est ça qui fait peur aux Européens. Et donc, du coup, la question est celle de savoir à quoi s'oppose le G7. Je vous parlais donc des BRICS. Données démographiques, 600 millions contre 3 milliards 200 millions. 30,8% du PIB mondial contre à peu près 40% du PIB mondial aujourd'hui. 30% à peu près pour le G7, environ 40% pour les BRICS. Et vous avez les BRICS qui représentent 50% d'impulsion de la croissance au niveau mondial, à peu près 60% des capacités industrielles aujourd'hui. Et du coup, on comprend que le G7 est soit aux abois. Mais le G7 est dans cette position parce que les Européens, parce que le G7 est essentiellement constitué de l'ethnie européenne. Parce que l'ethnie européenne, depuis 6 siècles,
domine le monde. Depuis 6 siècles, depuis le 14e, 15e siècle, domine le monde. Oui. Et là, nous arrivons à une période de déclin de l'ethnie européenne. Naturellement, l'ethnie européenne a peur. Elle va se retrouver dans la situation dans laquelle les autres étaient il y a encore même pas un siècle, il y a à peine quelques années. Puisqu'en 1990, les BRICS représentaient à peine 15% du PIB mondial, l'Europe avait 45% du PIB mondial. Donc, ils étaient vraiment dominateurs. Du coup, aujourd'hui, quand vous comparez même le G7 à l'Afrique, en fait, ça n'a pas l'air. Mais toute l'Afrique, c'est à peu près, sur le plan du PIB, c'est à peu près 10% du PIB mondial. Oui. C'est pas grand-chose. À peu près 10%, ou un peu moins de 10% du PIB mondial. Beaucoup parlent d'environ 7% du PIB mondial. Mais l'Afrique, c'est à peu près, c'est presque 20% de la population mondiale. Presque 20% de la population mondiale. C'est 33% des matières premières exportées dans le monde. C'est contre donc 30% du PIB. L'un a 30%, l'autre a presque 10%. C'est extrêmement parlant. Il y en a un qui a 20% de la population mondiale, l'autre en a 8%. Ça veut dire que le potentiel de croissance, on voit où ça se trouve. Avec cette donnée démographique, ce paramètre démographique fondamental que l'Afrique, c'est une moyenne d'âge de 19 ans. L'Europe, c'est une moyenne d'âge de 42 ans. Le G7, une moyenne d'âge, en tout cas, c'est autour de 40 ans. C'est des choses extrêmement importantes. Le potentiel de croissance est donc en Afrique et pas du tout dans le G7. Ce sont les matières premières de l'Afrique qui font tourner les quelques usines qui restent au G7. Pour une grande partie, ce sont les matières premières africaines. Et donc, du coup, la question devient, qu'est-ce que les Africains sont censés faire? Donc, voilà la situation du monde aujourd'hui. Oui. Et cette situation du monde, quand on y ajoute des éléments comme le franc CFA qui fait tourner le moteur français et européen, parce que ça a l'air de rien. Si le franc CFA n'était pas si important, la France lâcherait ça depuis longtemps. Si elle s'y accroche, c'est parce que c'est important. Et cette importance se ressent dans son agressivité. Vous avez dit agressivité, vous n'aviez pas tort. Oui. Dans son agressivité contre les pays africains. Mais il y a beaucoup de leçons à tirer. Les Européens peuvent se lever pour combattre le nazisme. Et vous voyez que les Américains, les Français, ils sont maintenant très amis avec les Canadiens, les Américains, les Français, sont très amis avec les Italiens, les Allemands, les Japonais qu'ils ont combattus pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est très, très important de noter ça. Chez nous, ils font quand même front commun pour que ce nazisme perdure, à savoir les histoires comme le franc CFA, etc. Et ils vont donc faire ce communiqué, vous voyez, vers la fin, ils ont dit quelque chose d'extrêmement... Ils ont répété ça comme un mantra, même pas seulement vers la fin. Vers la fin, ils parlent de l'Afrique et ils parlent de partenariat avec l'Afrique dans le sens clair de dire que le monde doit rester tel qu'il est. L'Afrique doit rester à sa place. C'est-à-dire sa place, c'est pourvoyeuse de matières premières, c'est pourvoyeuse de bras, pas d'éducation, etc. Madame, la Chine est un grand pays, non pas parce que la Chine est très peuplée, mais parce que la Chine est le pays, le seul pays dans le monde à avoir sorti 1 milliard de personnes de l'inculture, de l'ignorance, de l'illettrisme. 1 milliard de Chinois. C'est inédit dans l'histoire de l'humanité. Les seules proportions qui s'en rapprochent, c'est les proportions du temps de l'Égypte antique. Et donc aujourd'hui, eux, ils veulent que l'Afrique reste dans sa situation actuelle. Lisez le communiqué, c'est écrit dessus. Et ils veulent que le monde reste tel qu'il est aujourd'hui, il ne faut pas qu'il change. Ça devrait faire bondir les Africains. Et il y a même des choses qui se passent au cours de ce sommet qui laissent songeur. Que le président ukrainien compare Bakhmout à Hiroshima, c'est une chose. C'est quand même, mais c'est une chose inacceptable qui donne de la chair de poule. Bakhmout n'a pas reçu une bombe atomique. Les dégâts, le type de dégâts que provoque une bombe atomique ne peut pas ressembler aux dégâts des armes conventionnelles qui ont été utilisées à Bakhmout. Comparer Bakhmout où les immeubles sont encore debout, alors à Hiroshima qui avait été soufflé par une bombe atomique, je pense que le Japon, je l'ai dit au début, c'est comme un cheveu dans la soupe. Les Japonais devraient réfléchir à 2 fois à cette affaire du G7.
Ça veut dire que personne n'a pipé mot, personne n'a dénoncé ça, personne n'a rappelé au président ukrainien que c'était dangereux. Que c'était une comparaison grave. C'est tellement grave, c'est-à-dire que c'est d'une gravité extrême comparé Bakhmut à Hiroshima. C'est comme, je ne sais pas quoi dire, hein. C'est-à-dire c'est comme comparer le fait qu'on tabasse 2-3 jeunes gens dans un pays à la traite négrière, par exemple. C'est quelque chose de terrible. Mais un sommet du G7 peut permettre que ce genre de choses se produisent. Oui. Et aujourd'hui, on considère le G7, Dr Yamtimba, et là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le relais des médias occidentaux, comme des pays qui sont toujours coupés du monde et qui font des réunions totalement en dehors de ce qui se passe réellement dans le monde. D'où, peut-être, on se demande si ces différentes réunions occidentales, ça ce n'est qu'une parenthèse, ont réellement de l'importance pour l'organisation du monde, tant y est que leur communiqué montre qu'ils restent dans la même ossature mondiale. Mais vous savez, si je considère que vous n'êtes rien et que je suis le patron de quelque chose, je peux faire beaucoup de réunions sans vous consulter, sans demander votre avis, sans tenir compte de vous. Les réunions que je tiens ne portent que sur ma place, sur comment je m'assure que je reste à la place que j'ai décidé être la mienne, c'est-à-dire celle du grand chef, du grand patron, du dominateur, du prédateur, c'est-à-dire je suis au sommet de la chaîne alimentaire. Je parle de choses du sommet de la chaîne alimentaire dont je ne regarde pas ce qui est en bas. Le problème, c'est que quelquefois, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez être une grenouille et vous considérez que vous êtes un bœuf, et vous croyez tellement bœuf que vous oubliez que les autres vous voient exactement comme vous êtes, c'est-à-dire la grenouille. Donc vous ne représentez rien. Ils vous laissent donc faire vos réunions et ergoter autant que vous le pouvez. C'est très difficile quand on a été le maître du monde pendant 6 siècles de devoir accepter, encaisser l'idée qu'on n'est plus rien. C'est très difficile. Sauf que le reste du monde vous dit que contrairement à vous qui excluez les autres, vous n'êtes pas exclus. On vous demande simplement de considérer qu'il y a une table et que tout le monde a une place autour de la table. Mais il y a des divergences idéologiques fondamentales avec le G7. Dans leur communiqué, ils disent que le monde doit être organisé de telle sorte que l'homme soit le centre du monde. Ce n'est pas comme ça la culture des autres. La culture des autres, ce n'est pas l'homme qui est le centre du monde. C'est le peuple. Ce n'est pas l'homme. Donc vous avez d'un côté un G7 qui est arc-bouté sur son idéologie individualiste et capitaliste et qui fait face à un monde qui, lui, est un monde des peuples. Un monde collectiviste. Après, ça peut être communiste ou tout ce qu'on veut. C'est pas ça mon propos. C'est collectiviste. La collectivité qui a du sens, c'est le peuple. C'est pas l'individu. C'est le peuple qui prime. C'est pas l'individu. C'est toute la dialectique de l'un et du multiple. Le multiple a-t-il la priorité sur l'un? Le particulier assure-t-il la priorité sur le collectif? C'est le fond du débat. En réalité, le G7 a répondu dans ce communiqué en disant « Notre position de fond, c'est que l'individu est le centre, est le cœur de la société, la base de la société, et que nous avons une orientation individualiste, c'est-à-dire que nous réaffirmons notre option idéologique capitaliste. Sauf que le reste du monde sait que c'est le capitalisme qui l'a détruit. C'est le capitalisme qui a provoqué toutes les guerres mondiales dans lesquelles le monde a été empêtré au XXe siècle. C'est à cause de cette idéologie individualiste qu'on s'est retrouvé dans une domination et une prédation internationale menée justement par ces pays du G7. La conséquence, c'est que les pays qui ont pour mantra la prospérité partagée, qui mettent au cœur de l'humanité et qui estiment que l'humanité doit être fondée sur le respect des peuples. Sergei Lavrov parlait de l'ADN des civilisations. C'est fondé sur les peuples, pas sur les individus, parce que les individus ne font pas l'histoire, c'est les peuples qui font l'histoire. Lorsqu'un individu est une figure historique, il est une figure historique en tant que membre d'un peuple et en tant que issu d'un milieu, d'un moment et disposant d'un certain nombre de moyens, les troisièmes, un certain nombre de moyens donnés par son peuple. Vous ne créez pas le milieu, vous ne créez pas le moment, vous ne créez pas les moyens. C'est le peuple, parce qu'il existe,
qui génère tout cela. Vous êtes le produit d'une conscience historique, vous êtes le produit d'un marquage historique populaire grâce auquel vous émergez et vous contribuez à votre façon dans la marche de ce peuple. C'est une divergence idéologique fondamentale qui fait que je n'ai pas le sentiment que le monde est proche de la paix. J'ai le sentiment que le monde est plus proche d'une opposition brutale que de la paix. Il faut lire ce que les gens écrivent. Il faut les écouter. C'est très important. Et l'Afrique, dans cette affaire, est considérée comme du menu fretin. Il n'est dit nulle part que l'Afrique a une place autour de la table. Il est dit qu'on va développer des partenariats avec l'Afrique. C'est-à-dire qu'en réalité, en somme, dans le langage idéologique du capitalisme, on va s'assurer que l'Afrique, on va voir ce qu'on peut faire, en réalité. C'est-à-dire pas grand-chose. L'Afrique doit rester parce que dans cette division du travail capitaliste, qui fait que son rôle, c'est pourvoir en matière première, et dans le cas où il y a 2 ou 3 petits génies, ils viennent faire notre travail. Point barre. L'Afrique, c'est les matières premières, c'est des débouchés pour nos produits. Point. Aucune barrière pour protéger leur marché, aucune possibilité de développer leur industrie, rien du tout. Donc, vous devez imaginer que beaucoup de gens croient que l'antagonisme URSS, disons Est-Ouest, n'existe plus. Mais nous sommes là dans un antagonisme encore plus prononcé, qui ne concerne plus simplement les États-Unis et l'Union soviétique, mais qui va concerner bientôt un monde multipolaire et un monde unipolaire. Le comble, c'est que je vois beaucoup de pays qui veulent s'allier sur les BRICS. J'espère vivement que ces pays ont compris cette contradiction fondamentale. Tous ceux qui vont vouloir rejoindre les BRICS et qui n'auront pas accepté le principe de la primauté, de la priorité du peuple sur l'individu, du collectif sur le particulier, se retrouveront très vite, seront vite refoulés à la porte, parce que c'est une orientation idéologique extrêmement différente. C'est ça que nous devons voir. Et dans le cadre géopolitique aujourd'hui, il faut bien regarder le monde et comprendre que la bataille qui a eu lieu au Brésil, par exemple, c'était la bataille entre une idéologie centrée sur le collectif et sur le multiple, et non sur l'un et sur le particulier, entre la mouvance Lula da Silva et la mouvance Bolsonaro. Donc, la mouvance collectiviste a gagné au Brésil. Elle est revenue aux affaires. Il faut tenir compte de tout ça et faire très attention. Il va y avoir l'expression de nationalisme fort dans tous ces pays. Et j'ai eu la chance de voir quelques entrefilets dans les journaux brésiliens qui se demandaient, mais ces gens, ils n'ont pas compris là où va le Brésil aujourd'hui. Ils n'ont pas compris où va l'Inde. L'Inde est profondément nationaliste. La Russie nationale, la Chine, l'Afrique du Sud et l'ANC. Et donc, la situation actuelle est telle que soit le G7 va se repenser, soit, malheureusement, il va y avoir une opposition frontale. En réalité, l'histoire reprend son aspect conflictuel. Parce que en 90, lorsque Fukuyama a écrit La fin de l'histoire et le dernier homme, nous sommes sur le postulat selon lequel, avec l'écroulement du mur de Berlin, avec la chute de l'URSS, les États-Unis ont gagné. Ça veut dire le capitalisme a gagné. C'est le triomphe de l'individu. Sauf que depuis que les BRICS se reconstituent et depuis que la Chine est devenue la première puissance économique du monde en 2005-2006, c'est plutôt le triomphe des options collectivistes et de l'idéologie communiste. Le monde capitaliste n'a pas eu la chance de sortir en 70 ans 1 milliard de gens de la pauvreté. Pas du tout. Il y a beaucoup plus de pauvres parmi les 600 millions d'habitants du G7 qu'il n'y a. Il y a beaucoup plus de pauvres là-bas et qui représenteraient pas loin de 20 à 30%, c'est-à-dire l'équivalent de la population d'un pays comme le Pakistan. Tout le Pakistan, autour de 180 millions d'habitants. Ce qui veut dire que, en fait, le capitalisme ne tient pas les promesses d'un communiqué comme celui du G7. C'est-à-dire, parce qu'au bout du compte, que veulent les gens? Une meilleure vie. La qualité de vie, ça s'améliore progressivement chez les BRICS et dans le reste du monde. Et des peuples
par exemple en Afrique, ne recherchent que ça. Et voilà la raison pour laquelle ces peuples ont les yeux rivés sur les BRICS et pas sur le G7. Ce d'autant plus que ces pays se souviennent avoir été dominés, colonisés, mis en esclavage par les pays du G7, Japon excepté, évidemment. C'est pour ça que le Japon est toujours un cheveu dans la soupe. Ouais, voilà, c'était bizarre. Merci, Dr Yamtimba. Eh bien, plusieurs pays se ruent et effectivement vers les BRICS, même ceux qui ne sont pas à l'intérieur de l'Afrique. On a l'Iran, on a l'Arabie Saoudite, en Afrique, on a l'Algérie, le Soudan et quelques autres pays également qui veulent se rallier à ce bloc mondial, hein, voilà, disons-le ainsi. Alors, par rapport au communiqué du groupe des 7 qui s'est réuni à Hiroshima, le ministère des Affaires étrangères ou encore le porte-parole chinois a déclaré que le G7 claironne qu'il entend aller vers un monde pacifique, stable et prospère, mais dans les faits, il entrave la paix dans le monde, nuit à la stabilité régionale et inhibe le développement d'autres pays. Là, le porte-parole chinois fait allusion aussi bien à la guerre en Ukraine qu'au conflit avec Taïwan et maintenant à plusieurs conflits avec les pays africains. Ça va de soi. Il va être très difficile de battre cela en brèche puisque c'est l'essentiel de ce que nous-mêmes avons dit ici dès le début de cette émission. Le G7, on va faire une cartographie. Le G7, on commence par l'Europe. Oui. Le G7, c'est l'Ukraine, le conflit en Ukraine. C'est le conflit dans l'ex-Yougoslavie, c'est pas encore totalement réglé. Ces problèmes-là. Le G7, c'est comment ils vont régler le problème, la question de l'Irlande du Nord, la question corse, la question basque, la question de l'Alsace-Lorraine. Le G7, c'est la question de la Sardaigne, Sicile, etc. en Italie. Oui. Le G7, c'est tout le problème de... si vous regardez bien la carte de l'Europe, après ça va être la Grèce, qui s'est appauvrie et est devenue un pays du tiers-monde, etc. Et surtout l'Ukraine. Mais vous avez également la Géorgie, la Moldavie, l'Arménie, tous ces pays-là. C'est énormément de points de tension dans le monde. Si vous prenez l'Asie, le G7, c'est tout le problème israélo-arabe, qui, s'il avait été posé autrement que selon la vision de l'Europe, ce problème aurait pu être réglé. Les Africains ont une approche de la question parce que ce n'est pas une question israélo-palestinienne, c'est une question entre les Arabes et les Juifs. Oui. Et si vous limitez ça à la question israélo-palestinienne, comme les Européens le font, parce que eux, ils sont toujours en train de tribaliser les choses chez les autres et sans écouter, cette question peut se régler. Donc vous avez 7 points de tension, vous avez les points de la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan. C'est quand même bizarre, hein? On dirait que dans chaque pays, il y a un problème. Le Liban, vous allez un peu plus bas, vous allez vous retrouver avec l'Iran, le Yémen, il y a des problèmes partout. Et tout ça, c'est la main du G7. Vous avancez, vous allez trouver les problèmes, par exemple, au Pakistan. Vous allez trouver les problèmes dans la mer de... Ah bon, c'est quand même bizarre. On dit mer de Chine, mais des gens qui ne font pas partie de la Chine viennent quand même se retrouver là. Une chose bizarre. Vous avez la Corée, les deux Corées. Donc vous avez un problème là. C'est des points de tension. Déjà entre les deux Corées et ensuite entre le Japon et la Corée du Nord. Entre le Japon et la Chine, ça tombe du deal que des deux pays se revendiquent chacun de son côté. Vous allez un peu plus bas, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous avez les problèmes en Indonésie, qui sont en quelque sorte gérés, activés et actionnés et qui ont leur lointaine origine par ces pays-là, du fait de la colonisation. Vous avez les problèmes, les tensions entre la Chine et l'Australie. Et vous allez en Amérique, vous avez Haïti, vous avez le Venezuela, vous avez la Colombie. En fait, vous avez tellement de problèmes. Les frictions des États-Unis et le Mexique. Comment vous pouvez expliquer que 7 pays dans le monde aient autant de problèmes? Je n'ai pas parlé de l'Afrique encore. Parce que là, vous allez avoir le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, le Niger, le Cameroun, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Soudan, la RDC, le Rwanda. En fait, on dirait qu'il y a des problèmes partout. Madagascar, Mozambique,
Il y a des problèmes partout. L'Éthiopie, l'Érythrée, ils créent des problèmes partout. Donc, vous avez l'impression que ces gars, ils ont créé des problèmes partout dans le monde. Nécessairement, ça amène le reste du monde à se poser des questions. Mais comment on fait avec des gens comme ça? Comment on fait? Alors qu'une autre façon de voir peut permettre de régler ce problème. Si les pays du G7 sortent de leur individualisme, parce qu'ils ont un individualisme à deux niveaux. Ils ont la base idéologique selon laquelle la société, l'homme est au centre, l'individu est au centre du monde. C'est lui qui est important, pas le peuple. Et donc, du coup, l'idée que eux, l'ethnie européenne, c'est eux qui sont au centre du monde et pas l'humanité. Vous voyez qu'on part d'une position idéologique qui donne l'individu face au collectif et qui individualise l'ethnie européenne face au reste du monde, qui est l'autre collectif. Ce sont des problèmes de fond et qui sont très graves. Donc, du coup, je pense que lorsque le ministre chinois dit que ces gens entretiennent des conflits, il y en a partout. Je ne vais pas parler de la Libye, je ne vais pas parler de tout ce qu'il y avait à un moment donné en Algérie, le Sahraoui occidental. Aujourd'hui, on a le Sénégal qu'ils instrumentalisent et qu'ils veulent faire exploser. Je pense que nous avons besoin, le reste du monde a besoin de se serrer les coudes pour mettre fin à ça. Et pour créer une ère de paix que les Européens apprendront à apprécier, les Occidentaux apprendront à apprécier. Le monde ne peut pas fonctionner parce que 7 pays ont décidé qu'ils fonctionnent d'une certaine manière. Si vous prenez leur communiqué, vous allez vous demander si en écrivant, ils tiennent vraiment compte du fait qu'il y a d'autres peuples dans le monde. Ils n'en tiennent pas compte. En fait, vous autres, vous n'existez même pas. Parce que, quand je prends un exemple qui est très simple dans ce fameux communiqué, des choses, vous les lisez et vous vous demandez, est-ce que ces gars-là, ils pensent qu'il y a d'autres personnes dans le monde? Est-ce qu'ils décident simplement que le monde doit être tel qu'ils sont là? Alors, ils disent, ils disent strongly opposing any unilateral attempt to change the peacefully established status of territories by force or coercion anywhere in the world and reaffirming that the acquisition of territory by force is prohibited. Voilà des gens qui sont venus, qui ont bombardé les pays dans le monde pour acquérir des territoires, pour faire des colonies, et qui du jour au lendemain décident que tel qu'ils ont dessiné le monde, il doit rester comme ça. Voilà des gens qui ont l'OTAN et qui ont progressivement sont dédiés par rapport à la promesse faite à Gorbatchev, et qui ont progressivement reculé vers l'Est, les frontières de l'OTAN, par la force, puisque c'est des armées, et c'est des armes nucléaires tactiques parfois qui se retrouvent là-bas, et qui quand même disent que les gens n'ont même pas le droit de se défendre. Voilà des peuples qui vous disent... bon, alors, je vais prendre par exemple là où ils parlent de l'Afrique, c'est une ligne à peu près. Ils vous disent que tout doit être fait selon la charte de l'ONU. Point. Mais dans la charte de l'ONU, il y a quelques pays qui ont le droit de veto. Pourquoi est-ce que quelques pays doivent avoir le droit de veto et pas le reste du monde? Au nom de quoi des pays qui ne sont pas parmi les 5 ou 6 premières grandes puissances économiques du monde doivent avoir le droit de veto? Ce n'est pas une question d'armes nucléaires. L'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, l'Iran, Israël, tous ces gens-là ont la bombe atomique, donc ça n'a rien à voir avec la bombe atomique. L'Afrique du Sud en avait, ça n'a rien à voir. Puissance économique, l'Inde, l'Indonésie, l'Indonésie sont des pays beaucoup plus puissants que la France, la Grande-Bretagne, etc. Oui. Donc, pour quelle raison est-ce que ces autres pays doivent avoir le droit de veto au Conseil de sécurité et pas ces pays qui sont un peu plus puissants aujourd'hui? Donc, la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies va consacrer l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Vous colonisez les gens et vous décidez que les tombes
d'un certain nombre de personnes qui ont la tête dans un pays et les pieds dans l'autre, ça doit quand même demeurer comme ça. Beaucoup de gens, en nous écoutant, vont dire, oui, mais pourquoi vous soutenez la guerre, vous soutenez la guerre? Non, personne ne soutient la guerre. Les Africains, ils n'aiment pas la guerre. Ce que les gens veulent dire, c'est qu'en fait, ça appelle à une réorganisation du monde. Oui. Et cette réorganisation du monde est quelque chose qui doit rapidement se refaire sur la base d'une réunion internationale où les gens vont s'asseoir et en s'asseyant, ils vont donc repenser le système international. Mais si on ne peut pas repenser le système international sur la base du fait qu'on a un statu quo qu'il faut respecter, mais pourquoi on respecterait un statu quo lorsqu'on devient beaucoup plus riche que les gens qui ont imaginé ce statu quo? Pourquoi? Pour quelle raison un pays comme la Chine va continuer à subir le diktat d'un pays comme les États-Unis alors que ce pays-là, son PIB représente est de 33% plus important que celui des États-Unis? Pourquoi un pays comme l'Indonésie, qui a presque 300 millions d'habitants, un PIB supérieur que celui de la France, va devoir s'aligner sur ce que la France décide que le monde soit? La France, c'est quoi? C'est quoi? Pourquoi un pays comme l'Inde, qui a 5 fois la population des États-Unis, va écouter ce que les États-Unis doivent leur dire? On ne gère pas un petit pays comme les États-Unis comme on gère un grand pays comme l'Inde. C'est pas possible. Donc, il y a là des considérations qu'il faut prendre, qu'il faut bien mettre sur la table. Quand on prend un pays comme le Canada, sa population est l'équivalent de la ville de Chongqing en Chine. La ville de Chongqing, c'est presque 40 millions d'habitants. Le Canada, c'est presque 40 millions d'habitants. Donc, quand le président chinois regarde le Canada, il voit une ville. En termes de population, c'est une ville qu'il voit. Oui. Il ne voit pas quelque chose d'extrêmement consistant. Il voit une ville, c'est la ville de Chongqing. Et là, c'est là où je vous dis que le G7 n'a pas encore compris que le monde a beaucoup changé et que les autres regardent la grenouille qui se prend pour un bœuf et les voient exactement tels qu'ils ont, c'est-à-dire la grenouille. Donc tout petit. Une seule ville en Chine a la population du Canada. Comment voulez-vous que le président chinois regarde le Canada? Docteur Yam Timba, lorsqu'on parle de cette réorganisation mondiale, on a bel et bien en face de nous les BRICS, mais aussi un sommet qui arrive très prochainement, je crois que c'est en juillet, c'est le sommet Russie-Afrique, qui pourrait redessiner également ce schéma de multipolarisation. À ce sommet, plusieurs pays africains, bien sûr, sont conviés et on a le grand patron russe du côté, bien sûr, bon, on ne va pas dire occidental, qui pourra s'entretenir avec ces différents pays. Mais est-ce que l'Afrique est prête à aller vers cette Russie avec ses propres engagements, avec ses propres enjeux et ses propres envies sur le plan géopolitique, ou encore elle se retrouvera donc au sein d'un jeu où on a déjà battu les cartes et il faut juste venir et prendre son paquet? Je crois qu'il y a une nouvelle Afrique qui émerge, qui parle, qui dit un certain nombre de choses, courtoisement, poliment, mais fermement. Et qui dit, nous ne pouvons plus nous permettre d'aller rencontrer un pays comme la Russie sans nous concerter au préalable. Il faut savoir ce que nous voulons. Si chacun se lève et va dire à la Russie, je veux un hélicoptère, je veux une usine, une conserverie de poissons, je veux une usine pour fabriquer des Lada, j'ai besoin d'acheter un Tupolev ou 2 Tupolev pour l'aviation civile, ça n'a pas de la cacophonie. La Russie va continuer à regarder les pays africains comme des gamins. Si les Africains se disent, et l'initiative des 6 pays africains qui ont décidé d'aller, si vous voulez, proposer leur médiation dans le conflit russo-ukrainien, eh bien, ça c'est une très bonne chose. Ça veut dire que nécessairement ils se sont concertés et ils ont arrêté une position commune, et tout ce qu'ils diront, avec un argumentaire très précis, ce sera la même chose. Il ne s'agira pas de défendre des intérêts personnels, il s'agira de défendre les intérêts de parler au nom de ces 6 pays avec exactement le même vocabulaire et avec exactement les mêmes idées. C'est très important, c'est très encourageant. Mais ces 6 pays-là, ce que je souhaite, c'est que ces pays-là développent leurs relations
Pour qu'on arrive à des États-Unis, un noyau des États-Unis d'Afrique. Oui. Si vous êtes capable de parler d'une même voix, de vous déplacer ensemble pour aller gérer un problème russo-ukrainien, pourquoi n'êtes-vous pas capable de gérer un problème africain, tous les 6? Pourquoi vous ne voyez pas que vous avez atteint le niveau où vous pouvez créer les États-Unis d'Afrique et servir d'embryon aux futurs États-Unis d'Afrique? Parce que si vous pouvez, sur la scène internationale, parler d'une même voix, aller régler un problème avec le même objectif, oui, vous pouvez faire la même chose en Afrique et rendre vos pays, beaucoup plus puissants, beaucoup plus prospères et mieux sécurisés. Mieux sécurisés. Éduquez davantage vos populations pour que ce soient des gens bien formés, de façon pointue, et que vous puissiez, avec vous 6, mutualiser vos moyens pour créer le décollage industriel et économique dont vous avez besoin. Ouais. Les bases sont là. Donc il faut que les Africains se concertent. De quoi allons-nous parler avec la Russie? Et on dit, on parlera de ça, de ça, de ça, de ça. Pour ne pas reproduire le même schéma avec les États-Unis qui, absolument, bien sûr, ne représentent pas la même chose que la Russie représente aujourd'hui en Afrique. Bien sûr. En termes de relations. Absolument, il faut aller dans ce sens-là. Et cette concertation, par exemple, si vous dites, chers amis russes, et les Russes sont disposés, par exemple, à partager leur technologie militaire et nucléaire. Oui. Vous dites, chers amis russes, nous avons un problème. Il y a beaucoup d'insécurité sur le continent, mais c'est parce que nous ne savons pas aujourd'hui fabriquer les armes les plus à la pointe. Nous vous prions d'installer un certain nombre d'usines dans un certain nombre de pays stratégiques qui sont absolument acquis à la souveraineté africaine, à la liberté de l'Afrique et à l'union des peuples africains et au projet de création des États-Unis d'Afrique. Ici, on peut fabriquer, par exemple, vous nous dites, nous avons besoin d'abord d'une aéronautique africaine. Il faut que les Africains voyagent par avion. Nous n'avons pas assez d'avions. Nous les achetons à prix d'or. Installez-nous une usine de fabrication d'avions, les Tupolev, les Sukhoi, parce qu'il y a les versions civiles. Hein. Oui. Vous nous fabriquez ça, vous nous faites proposer une usine. D'ailleurs, les Africains pourront également être employés. Non, mais pas seulement. Faire des formations. Pas seulement. C'est de transfert de technologie. C'est-à-dire que, en fait, les Africains disent, nous, ils s'asseyent, le secteur aéronautique comme l'AFRA ou la Commission africaine de l'aviation civile, ils peuvent aider, ils peuvent servir d'organisme technique pour ça, et dire, l'Afrique a besoin, je dis n'importe quoi, de 500 avions dans les 20 prochaines années. 500 avions, peut-être pas 20, disons même 20, 500 avions, moyen courrier, les 5 prochaines années. Alors, nous vous commandons ces avions, mais on les assemble en Afrique. Et on s'assure que 50% au moins des composantes sont fabriquées localement. Si l'Afrique parle d'une même voix, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Où on a 500 avions, enfin des capacités pour faire 500 avions, mais qui peuvent évoluer avec le temps, puisque la demande va croître d'ici 20 ans. On peut partir sur un bas de 500 ou de 1000 avions, et les Russes installent une usine quelque part. Et on peut l'installer en RDC, au Kenya, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Nigeria. Moi, c'est pas un problème en Afrique du Sud. Pas un problème ça. Mais que ce soit là. Et donc, nous aurons des avions à moindre coût. Et nous allons faire un transfert de technologie parce qu'un certain nombre de composants sont fabriqués ici. Et un tel projet s'accompagne d'un certain nombre d'instituts supérieurs, d'instituts de formation pour des ingénieurs, des managers, mais également pour des centres de formation professionnelle pour les techniciens, etc. Voilà comment on fait le transfert de technologie. Voilà des points de partenariat forts avec ce type de partenaire. On peut dire sur le plan militaire, on dit, écoutez, nous, on a quand même beaucoup de problèmes. Là, vous donnez 2 avions de chasse ici, 2 hélicos là-bas, c'est pas optimal pour nous. Nous avons des points chauds que nous voulons rapidement stabiliser, sécuriser. Oui. Nous avons le Sahel, nous avons la zone des Grands Lacs, nous avons la dorsale Boko Haram, et puis autour du Cameroun, là, ces zones. Nous avons... par exemple, le Soudan qui est embrasé, nous avons l'Éthiopie, nous avons le Mozambique. Nous voulons régler ça. Oui. Donc, vous nous installez 2-3 usines Sukhoi sur le continent qui nous permettent d'avoir une trentaine, une quarantaine, cinquantaine, une centaine d'avions de chasse par an, 200-300 hélicoptères par an, et voilà ce que nous voulons. Des usines pour fabriquer des munitions, machin.
Le principe, c'est qu'au démarrage, on a 50% des composants fabriqués localement. Et au bout de 20 ans, on peut avoir l'essentiel et on développe ensemble, on met en place ensemble des centres de recherche et développement pour améliorer ces appareils-là. C'est la même chose pour l'aviation civile. Là, j'ai pris simplement le secteur de l'aviation, militaire et civile. Voilà comment vous devez vous faire. Quand vous avez parlé comme ça aux Russes, ils se disent, ces gens-là, c'est des partenariats de long terme. Nous avons besoin de ce type de partenariat, donc il faut qu'on s'entende avec eux. Évidemment, le G7 n'acceptera jamais un tel partenariat avec les Africains, parce qu'ils vont dire, si nous transférons les capacités industrielles à l'Afrique, déjà que la Chine nous a ravi ses capacités industrielles, nous sommes morts. Or, on peut le faire avec eux. Lorsque nous allons voir, voilà des éléments. Nous pouvons aller dire aux Russes, nous avons besoin de former des ingénieurs dans des domaines de l'informatique, des télécoms, de l'électronique, de la mécanique, etc. Alors, nous sommes venus vous voir. Nous avons besoin, dans chaque sous-région de l'Afrique, nous souhaiterions avoir avec vous des partenariats académiques spéciaux avec donc la création de, je dis n'importe quoi, dans chaque sous-région, de 5 à 10 universités de sciences et de technologie. Nous apportons naturellement les investissements pour les bâtiments, les sites, etc. Mais nous vous demandons tout ce qui peut être atelier, laboratoire, et puis les enseignants. Et ainsi, on a une Afrique qui sait avec quoi elle s'en va, tout simplement dans la négociation des partenariats gagnant-gagnant, comme cette Afrique aujourd'hui le désire. Merci à vous, Dr Yam Timba, pour ces analyses de notre première thématique. On va terminer avec la deuxième. Elles sont, on pourrait dire qu'elles sont liées, puisqu'à l'intérieur, il y a toujours la Russie, mais cette fois-ci, c'est le conflit entre l'OTAN et la Russie qui nous intéresse, particulièrement le mandat émis par la CPI contre Vladimir Poutine en mars dernier. Cette fois-ci, Vladimir Poutine a donc répondu, mais on rappelle que le président russe avait déjà ouvert une enquête pénale contre Karim Khan et 3 juges de la Cour pénale internationale. Le procureur international est donc accusé d'avoir engagé des poursuites pénales à l'encontre d'une personne innocente et de préparer une attaque envers un représentant d'État étranger. Suite à ces faits qui sont ressortis de l'enquête ouverte par Moscou, il y a un avis de recherche qui a été lancé contre le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan. Réponse suffisamment dimensionnelle à l'attaque de la Cour pénale internationale? Il s'agissait de remettre les choses dans le bon ordre. La Russie n'est pas membre, elle n'est pas signataire du statut de Rome, elle n'est pas membre de la Cour pénale internationale. En fait, ça fait partie de la stratégie d'agression et de harcèlement du G7 envers le reste du monde. Toujours accuser les gens, toujours donner l'impression que les autres... L'enfer, c'est les autres. Oh, merci. Bon, encore, heureusement que c'est un de leurs qui a dit ça. L'enfer, c'est les autres. Oui. Même quand c'est soi-même qui bombardait partout, qui mettait les bases militaires partout, qui sanctionnait partout et tout le temps, l'enfer, c'est les autres quand même. Donc, la situation dans laquelle ils sont... Alors, je voulais dire quelque chose. Ce n'est pas Vladimir Poutine qui a lancé quoi que ce soit contre ce monsieur. C'est le ministère de la Justice. L'Occident a tendance à dire Vladimir Poutine a personnalisé le débat. Bon, nous, on parle de Moscou, quand même. Les grands esprits discutent des idées, ils ne discutent pas des individus. Les grands esprits, c'est les idées. Les esprits moyens, c'est les événements. Les petits esprits parlent des gens. Et les Russes, observez bien, parlent rarement des gens. La CPI, c'est 123 membres aujourd'hui. Beaucoup regrettent de s'y être retrouvés, puisque ceux qui soutiennent, lorsque Joe Biden, il dit c'est justifié, mais son pays, lui, il n'en fait pas partie. Pourquoi son pays n'en fait pas partie? Macron, il dit c'est légitime, c'était juste. Pourquoi, bizarrement, c'est jamais... On ne va jamais creuser dans tout ce que fait la France, partout dans le monde, partout en Afrique surtout. Pourquoi elle ne respecte jamais les résolutions de l'ONU qui lui demandent de restituer les îles éparses à Madagascar? Nous savons qu'elle n'a aucune envie de le faire parce que les îles éparses
c'est l'équivalent de 500 milliards de dollars en réserve d'hydrocarbures. 500 milliards de dollars, en l'état actuel, ça fait 1/6 du PIB de la France. Pourquoi est-ce que les gens font comme si le monde se situait sur Mars et que les autres sont des espèces de termites qui ne savent pas dans quel monde on se trouve? Donc, il y a cette CPI-là, qui a 123 membres, dont potentiellement, donc on devrait normalement ne poursuivre. C'est entre eux, puisque c'est eux qui sont partis liés à cette affaire-là. Donc c'est entre eux que la justice se fait. Et puis la question que j'ai toujours posée, la justice qu'on rend à la CPI, c'est au nom de qui? Cours de première année de droit, la justice est rendue au nom du peuple. La justice à la CPI est rendue au nom de qui? Au nom des gendarmes mondiaux. Puisque ces gendarmes mondiaux disent que eux, leur option idéologique, c'est l'individualisme. Donc c'est au nom des individus qui dominent le monde et assurent la prédation partout. La justice ne peut être rendue qu'au nom d'une collectivité qui est menacée par les actes de l'un de ses membres. C'est ça le principe juridique. Oui. Et c'est le principe de la philosophie du droit. La justice est rendue au nom du peuple parce que le peuple refuse d'être perturbé, d'être mis en danger par un de ses membres qui ne respecterait pas les règles qu'il se donne. Qui ne respecterait pas le permis et le défendu, les règles du permis et du défendu, du licite et de l'illicite. C'est ça, le principe sur la base duquel la justice est rendue. À la CPI, c'est rendu au nom de quoi? Au nom de qui? Supposons, par extraordinaire, par l'absurde, qu'il y a quand même 123 pays qui ont décidé d'adhérer à cette affaire et que la justice serait rendue au nom des peuples de ces 123 États. Qu'est-ce que la Russie fait là? Puisqu'elle n'en est pas membre. Et avec quoi là? Pas du tout. Quelqu'un pourrait objecter en disant, oui, mais si la Russie s'en va créer du désordre dans un pays qui est dans l'un des 123 pays, à ce moment-là, il pourrait être soumis à cette loi, puisqu'il serait à l'intérieur de ce pays, parce que si vous allez dans un pays étranger et que vous violez la loi, vous êtes quand même poursuivi dans ce pays-là par les instances judiciaires de ce pays. Oui. Le problème, c'est que le principe de la CPI, c'est qu'il faut une acceptation de cette juridiction pour que vous soyez susceptibles d'être poursuivis par cette juridiction. C'est leur propre texte, c'est pas moi qui dis ça. Voilà la raison pour laquelle les États-Unis se sont précautionneusement mis à côté et refusent d'en faire partie pour ne pas qu'un jour on puisse les poursuivre. Et voilà pourquoi, quels que soient les scandales que les Américains eux-mêmes dénoncent de la part soit de leurs soldats ou de leurs politiciens, la CPI ne peut pas les poursuivre. Puisqu'ils n'en font pas partie. Donc, en fait... Donc, on a fait une entorse à la règle dans le cadre d'une agression, vous le disiez tout à l'heure. Ça veut dire que le G7, l'OTAN, l'Occident, encore une fois, voulait faire un coup de pub. Il faut que l'Occident dise à son peuple que nous avons pris une décision politique. Qu'ils sont forts et qu'ils sont assez forts pour demain aller poursuivre, arrêter Vladimir Poutine. Il y a un de leurs comédiens politiques qui s'appelle Zemmour et qui disait... Qui va aller arrêter Vladimir Poutine? Il avait une réponse pour une fois un peu de lucidité qui disait... Mais qui va aller l'arrêter? Ce type-là, c'est une puissance nucléaire. Quand il se déplace, il est accompagné par des chasseurs armés d'armes nucléaires. Vous allez l'arrêter où? Et comment? Peut-être qu'ils savent, ils nous diront. Je crois que c'est un faux débat. Je crois que nous devrions mettre tous les efforts possibles à régler le conflit ukrainien. Il y a des Ukrainiens qui meurent. Il y a des Russes qui y meurent aussi. Il y a même des étrangers qui y meurent. En effet. En quoi cela devait-il nous plaire? Nous, les Africains, la première de nos valeurs, c'est la vie. Et donc, il n'y a aucune raison que nous, les Africains, nous puissions d'une manière ou d'une autre soutenir un tel conflit. Nous refusons que de telles choses se produisent parce que, surtout quand on est par exemple Camerounais, et qu'on sait que dans notre propre pays, il y a des gens qui meurent et que nous appelons de tous nos voeux la fin du conflit que nous-mêmes nous vivons dans notre propre pays. Et que nous appelons de tous nos voeux la fin des conflits que nous voyons en Afrique. Nous ne sommes pas d'accord
qu'il y ait un conflit en Ukraine, que des Ukrainiens meurent, que des Russes meurent, que d'autres étrangers y arrivent et meurent. Nous disons qu'il faut utiliser tout ce que nous avons comme ressources, comme temps, comme énergie, comme expertise, pour mettre fin à ça. Mais si les gens passent leur temps à vouloir faire des coups de pub, et la propagande de la guerre, et la manipulation de leur propre peuple, parce que c'est à partir du moment où ils disent on a lancé un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, la CPI a lancé un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, ils veulent dire qu'il y a un visage de l'horreur, et ils veulent dire à leur peuple, ils veulent justifier aux yeux de leur peuple toutes les dépenses qu'ils font, même si parfois ils peuvent surfacturer les livraisons d'armes de 3 milliards de dollars. Vous savez que aux États-Unis, le Sénat vient de découvrir que les armes envoyées en Ukraine, toute l'aide là, il y a 3 milliards de dollars de surfacturation. Voilà. Donc, les gens, en fait, justifient ce genre de choses. Et pour le justifier, tout est bon à prendre. Et aujourd'hui, la situation dans laquelle on se trouve est telle que, malheureusement, Vladimir Poutine ne peut pas être poursuivi par la CPI. Sauf que ça crée quelque chose qui fait réagir la Russie. Vous poursuivez un chef d'État, quelqu'un qui est notoirement innocent de vos histoires. L'innocence en matière juridique, ça veut dire que sur un fait précis, soit on ne peut pas vous poursuivre, soit cette affaire-là, vous n'en êtes pas, ni responsable ni coupable. Donc, vous poursuivez quelqu'un qui n'est ni responsable ni coupable, ce qui justifierait son innocence notoire, et vous poursuivez un chef d'État étranger à vos histoires. Donc, vous pouvez effectivement faire l'objet, là, de façon justifiée, d'une poursuite. Donc, la Russie remet les choses en place pour bien renvoyer le même ballon, le même message au peuple de l'OTAN, des pays de l'OTAN, en leur disant « Regardez ce que ces gens font et voici en réalité quelle aurait dû être leur position. » Donc, je crois que tout ça, c'est un jeu de ping-pong qui n'honore personne, qui n'aide en rien du tout, et qui est un jeu, malheureusement, qui envenime la situation en Ukraine et crée encore plus de morts en Ukraine. Je rappelle à nos auditeurs qu'un mois après le début de cette opération-là, la Russie et l'Ukraine avaient trouvé un accord. En Turquie, il y a eu une réunion en Turquie, ils étaient parvenus à un accord. Le premier ministre anglais de l'époque, Boris Johnson, était allé voir les Ukrainiens pour leur dire de ne pas signer. Et qu'ils auraient le soutien de l'OTAN. Ça fait certainement des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de morts que les Ukrainiens ont subi depuis lors. C'est leur pays qui est détruit. Il n'y a pas du tout une seule route qui est fêlée en Grande-Bretagne à cause de ça. Donc, je ne crois pas du tout que ce soit la bonne chose. On n'en serait pas aujourd'hui à la situation dans laquelle nous sommes si cet accord avait été signé. Et aujourd'hui, puisqu'on parle de cette guerre en Ukraine, je le disais tout à l'heure, les sujets que nous avons mis sur la table sont pratiquement liés avec la médiation africaine qui est composée du Sénégal, le Congo-Brazzaville, et puis on pourra citer également l'Égypte et plein d'autres pays. Je crois qu'ils sont au nombre de 6. 6. Oui, je n'oublie pas l'Afrique du Sud, bien sûr, qui a d'ailleurs, par la voix de son président Cyril Ramaphosa, annoncé la nouvelle. Vladimir Poutine pas Vladimir Poutine, je parle de Volodymyr Zelensky, il a déclaré qu'il n'y aurait pas de négociation. Il reste sur sa position, il n'y aura pas de négociation. Mais bien sûr, il est prêt à recevoir cette médiation qui sera reçue aussi par Moscou. On rappelle qu'en Ukraine, également, il y a eu un envoyé spécial qui représentait la Chine pour les mêmes raisons. Et celui-ci a déclaré qu'il n'y aurait pas de négociation s'il fallait céder la moindre parcelle de son territoire. Il compte sur le G7 et sur la Ligue arabe aujourd'hui, parce qu'on l'a aperçu quand même au sommet de la Ligue arabe. Non, la Ligue arabe, vous savez que l'essentiel de la Ligue arabe veut rejoindre les BRICS. Oui. L'essentiel. Syrie, Iran. L'Iran n'en fait pas partie. Ils ne sont pas des Arabes. Oui. Syrie, Arabie Saoudite, le Qatar, je crois. Enfin, c'est l'essentiel. Oui. C'est les pays les plus importants. À partir du moment où ces pays-là, maintenant, la Ligue arabe peut ajouter le Maroc qui n'en veut pas, mais il y a l'Algérie, il y a l'Égypte, c'est des pays qui sont intéressés par les BRICS. À partir du moment où vous avez tous ces pays qui veulent rejoindre les BRICS, vous pensez qu'il se passe quoi? Et que le président ukrainien dise que ces gens ferment les yeux
ces gens ne ferment pas les yeux. Ces gens lui ont demandé depuis le début du conflit de signer le contrat. Le contrat qui devait être signé en Turquie. Mais les Arabes étaient au courant et l'ont encouragé d'une certaine façon. C'est que les Arabes ne comprennent pas cette histoire. Ils se disent, mais bon, il y a certainement d'autres intérêts derrière. Ah, bon, dans ce cas, vous gérez. Vous gérez puisque vous avez un accord, vous ne le signez pas. Ah ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on rase toute l'Ukraine pour que vous signiez enfin le contrat, ou vous voulez qu'on fasse quoi? Donc, tous ces gens ont demandé à la Russie et à l'Ukraine d'arrêter ce conflit. La Russie ne cesse de dire qu'elle est disposée à mettre fin au conflit, qu'elle est disposée aux négociations avec l'Ukraine. Mais c'est l'Ukraine qui ne veut jamais négocier, qui ne veut pas discuter. Mais qui veut des armes. Qui ne fait que demander des armes. Bon, c'est toi qui n'as pas d'armes, qui en cherche partout, mais c'est toi qui ne veux pas négocier. Un bon compromis vaut toujours mieux qu'un mauvais... Un mauvais accord vaut toujours mieux qu'une destruction totale. Un mauvais accord vaut toujours mieux qu'une destruction totale. Je pense que les Africains vont y aller. Ils auront fait leur devoir historique, humanitaire et même humaniste, d'aller essayer de mettre fin à un conflit entre deux pays, comme ils aiment dire en Afrique, deux pays frères. Bon, parce que c'est des pays frères en plus. Oui. Mais si le président ukrainien ne les écoute pas, eh bien, libre à lui. Il est quand même chef d'État. C'est pas nous qui allons lui dire ce qui vaut le mieux pour lui, pour son pays. Je suppose que les Ukrainiens lui font confiance. Donc, libre à lui. Mais nous restons convaincus qu'il faut négocier, il faut mettre fin à cette boucherie et à cette chose immonde qui est en train d'avoir lieu en Ukraine. Je pense qu'il y a malheureusement beaucoup de choses qui risquent de raidir la position russe lorsqu'on entend par exemple la comparaison entre Bakhmut et Hiroshima. Oui. C'est quelque chose qui fait réfléchir par deux fois et qui amène les gens à se demander est-ce qu'ils se souviennent que le Japon faisait partie des pays de l'Axe. C'était les alliés de l'Allemagne et de l'Italie. Est-ce qu'ils se souviennent que l'Ukraine, à l'époque, s'était retournée contre l'URSS et s'était aligné sur l'Allemagne nazie? La question, ce sont beaucoup d'interrogations que cela soulève. Et on en arrive à se demander, est-ce que ce président parle juste pour s'écouter parler? Est-ce qu'il aligne les mots juste pour s'entendre dire des choses qui sont bien structurées? Ou est-ce qu'il fait attention à ce qu'il dit? Et à partir de là, pour les Africains qui ont subi la Deuxième Guerre mondiale sans bien savoir pourquoi on les avait embarqués là-dedans, de telles affirmations ne sont pas du tout bonnes. Et cette mission a d'autant plus d'importance qu'il faut aller lui dire, Monsieur le Président, l'escalade verbale n'aide jamais personne. L'escalade verbale a tendance à mener à la destruction. Que vous soyez disposé à négocier ou pas, évitons l'escalade verbale, ça peut peut-être aider à réduire progressivement l'intensité de ce conflit. Le silence peut aider à réduire progressivement l'intensité de ce conflit. Mais si vous allez comparer Bakhmut à Hiroshima, vous demandez les armes, ce que vous envoyez comme message, c'est que vous demandez en fait des armes nucléaires pour venger Bakhmut. Et quand on entend ça, c'est délicat. Nous recherchons la paix partout dans le monde et il n'est pas bien que nous soyons c'est-à-dire que nous soyons toujours dans l'escalade verbale qui a tendance à conduire à des situations incontrôlées. Pour nous qui sommes Camerounais, nous savons à quoi l'escalade verbale nous a conduit. Nous devons faire très attention et chaque fois que nous la voyons quelque part dans le monde, nous devons appeler toutes ces personnes à un peu plus de tempérance, de modération dans leur prise de parole. Oui. Il vaut mieux discuter, éviter l'escalade verbale, ça n'a jamais aidé personne, ça conduit à des situations totalement incontrôlables. Donc aujourd'hui, je pense que les Africains devraient y aller, faire leur travail, mais je dis encore, ça, c'est la preuve que nous sommes capables
très rapidement d'unir l'Afrique pour construire les États-Unis d'Afrique. Merci, Dr Yamtimba. Vous parliez de l'escalade mondiale. Pour faire une petite parenthèse, l'escalade verbale qui a d'ailleurs était au centre d'un point de presse ou alors d'une conférence de presse des ministres camerounais de la communication et également de l'administration territoriale. Je parle de René Emmanuel Sadi et puis Paula Tangandi, sans oublier Peter Mafani Moussongue qui est le président de la commission du bilinguisme et puis quelque chose comme ça. Je n'ai jamais compris ce que ça veut dire. Personne n'a jamais compris. Ni à quoi ça sert. Personne n'a jamais compris à quoi ça servait, mais en tout cas, il était là pour appeler à ne pas atteindre cette escalade verbale et surtout pas utiliser des discours de haine, beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Non, c'est un faux débat. Faut pas, c'est un faux débat. Il n'y a pas de discours de haine au Cameroun, il y a un discours de pauvreté. Faut pas du tout amener les gens dans ce qui n'a aucun sens. C'est de la manipulation. Oui. Mais vous ne pouvez pas avoir un pays dans lequel on n'a pas créé une seule usine depuis plus de 40 ans et vous dites que vous avez un discours de haine. Quel discours de haine? Les gens sont pauvres, inoccupés, ils sont oisifs. Vous avez une classe moyenne qui n'est pas occupée. Les quelques-uns qui sont occupés sont journalistes, ils travaillent dans 2-3 entreprises, ils sont dans la restauration. Ou dans les partis politiques. Ou dans les partis politiques. Vous attendez à quoi? Il n'y a pas un discours de haine au Cameroun, il y a un discours de pauvreté. C'est une question de perspective. Oui. Si vous estimez que parce que 2 personnes se sont insultées, vous devez en faire un discours de haine, c'est vous qui créez l'escalade. C'est vous qui créez l'escalade parce que vous êtes en train de dire qu'il y a des gens qui se détestent. Vous n'avez pas à dire ça quand c'est vous qui dirigez les gens. Donc en fait, c'est la manifestation de cette souffrance. Non, et de pas cette du pauvreté. tout. Il faut aller voir mais il faut que les gens consultent parfois les psychologues avant de prendre la parole en public. Voilà l'une des conséquences d'avoir fermé l'Institut des sciences humaines au Cameroun. Parce que si l'Institut des sciences humaines au Cameroun existait, cet institut, le gouvernement aurait consulté les experts de cet Institut des sciences humaines et l'Institut des sciences humaines leur aurait dit de ne pas aller dans ce sens-là. Parce que le fait que le gouvernement dise qu'il y a un discours de haine donne de la légitimité à quelque chose qui n'en a pas. Le gouvernement, c'est sérieux. Le gouvernement, c'est important. Voilà pourquoi nous les respectons. Voilà pourquoi nous attendons d'eux une gestion exemplaire, efficace, pertinente, créative, innovante du pays. Le gouvernement, c'est très sérieux. Nous respectons ce gouvernement. Qu'importe ce qu'on peut lui reprocher, mais le simple fait qu'en tant qu'institution, nous respectons le gouvernement. Mais nous disons que il ne faut pas que le gouvernement se transforme en relais de choses qui n'ont aucune légitimité, auxquelles nous ne devons donner aucune légitimité. Notre gouvernement, les membres de notre gouvernement ne peuvent pas s'asseoir pour dire qu'il y a un discours de haine au Cameroun. Parce que quand c'est le gouvernement qui le dit, qu'un parti politique lambda le dise, que des activistes le disent, quand le gouvernement le dit... Ça veut dire qu'il commence à considérer? Non. Ça veut dire que ça devient un fait social reconnu. Ça veut dire que le gouvernement déclare qu'il y a des gens qui se détestent dans le pays et qu'il y a des camps. Mais Dr Yamtimba, ce n'est que le relais des paroles du président Paul Biya depuis quelques années. Je suis en train de vous parler de ceux qui dirigent le pays. Il ne faut pas dire ça comme ça. Mon point de vue, c'est que ce n'est pas comme ça qu'il faut le dire. Oui. Mon point de vue, c'est que quand vous observez le reste du monde, l'escalade verbale, les mots durs, le langage dur, est le fait de pays pauvres, de pays où le taux de chômage est extrêmement élevé. Regardez des pays, quand vous prenons les pays européens, quand vous regardez la France des années 70-80, ce n'était pas l'espèce de poubelle linguistique ou si vous voulez que le discours de poubelle qu'on voit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce pays était beaucoup plus riche. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de pauvres en France. C'est normal que on ait ce discours de poubelle. Regardez l'Allemagne dans les années 90, début des années 2000. Il n'y avait pas le discours que vous voyez là en Allemagne aujourd'hui. L'Allemagne est un peu plus pauvre et c'est appauvri. Aujourd'hui, l'Allemagne a passé 30 ans, par exemple, elle ne connaissait pas les délestages. Elle commence à connaître ce genre de choses. L'Allemagne commence à connaître des déficits. Alors qu'elle ne connaissait pas ça. Mais ce discours-là, on l'a observé en Grèce. Oui. C'est pauvre. En Roumanie, c'est pauvre. Au Portugal, c'est pauvre. Observez le monde. Ne faites pas comme si le Cameroun était un îlot ferme. C'est une sorte d'île. Non, nous ne sommes pas quelque chose qui se trouve ailleurs. Il
Faut éviter ça. Parce qu'un gouvernement ne dit pas ce genre de choses. Un gouvernement vient vous dire, nous sommes là pour l'unité nationale. Et l'unité nationale, c'est, entre autres choses, le respect mutuel. Quand je vous dis le respect mutuel, qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire? Ne criez pas sur les uns sur les autres. Oui. Ne dites pas du mal les uns sur les autres. Ne vous insultez pas les uns les autres. Mon père, je me souviens, la première fois que j'ai entendu ce terme-là, c'était quand j'étais en 6e. Mon père, c'est un type incroyable. Et il dit, il y avait un de mes camarades de classe là, moi j'étais chef de classe, et puis le type ne voulait pas balayer la salle de classe. Je ne sais pas pour quelle raison, mais à l'époque, nous les chefs de classe, on donnait les notes de travail manuel et on faisait le plan de balayage. Si vous n'avez pas balayé, vous étiez puni. Le surveillant de secteur vous punissait. Et le type ne voulait pas, mais il se trouvait que son père était un type important dans l'administration, mais moi je m'en foutais de ce que son père était. J'avais pas de problème avec son père, c'était avec lui. Et donc, mon père arrive ce matin, lundi, je lui parle de ça le week-end, il vient et il nous appelle tous les deux et il dit, évitez les prises de bec entre vous. Je n'avais jamais entendu cette expression. Et donc, mon père, il finit de parler, je n'avais rien compris. Oui. Et puis, quand il finit de parler, je dis, papa, ça veut dire quoi? Et il dit, ah non, ne vous engueulez pas, ne vous criez pas dessus. C'est ça qu'on appelle prise de bec? Je dis, ah, super. Quand même. Ah oui. Donc, c'est ça que le gouvernement est censé faire. Oui. Ne évitez les prises de bec entre vous, mais pas de dire qu'il y a discours de haine. Pas du tout. Parce que dès que le gouvernement dit qu'il y a discours de haine, le gouvernement donne de la valeur à quelque chose qui ne doit jamais exister dans une société normale. Et donc, ce que nous disons, le gouvernement devrait réouvrir l'Institut des sciences humaines. Moi, de tout ce que j'ai entendu là, discours, ça c'est le faux problème. Ce que j'ai compris, c'est que l'Institut des sciences humaines manque sérieusement à ce pays. Sérieusement. Il faut réouvrir l'Institut des sciences humaines et recruter les meilleurs chercheurs camerounais actuellement en sciences humaines. Oui. Ça permettra d'ailleurs de donner du travail aux 2000, à quelques-uns des 2000 détenteurs de PhD qui veulent aller enseigner à l'université et qui n'ont pas de travail. Je crois qu'on pourra en recruter 400 à 500. Ce serait bien, on donnerait du travail aux gens. Et l'Institut des sciences humaines qui sera créé permettra d'éviter à notre gouvernement de faire ce genre d'erreur, ce genre de faute de gestion. Parce que c'est une faute grave. Une faute de gestion grave. Des ministres ne peuvent pas s'asseoir pour dire qu'il y a quelque chose de négatif dans le pays. C'est leur boulot de s'assurer qu'il n'y en a pas. Ou quand ils observent quelque chose qui va dans ce sens, de rapidement prendre les mesures qui permettent d'évacuer ça. Et aujourd'hui, ce qui est important à mes yeux, c'est comment on met fin à ce discours, cette espèce d'escalade verbale qui existe entre les Camerounais. Oui. Il faut les occuper. Occuper les Camerounais, ce n'est pas construire quelques autoroutes. Ce n'est pas construire des autoroutes, des stades, des choses comme ça. Ce n'est pas ça. Occuper les Camerounais, c'est faire de l'agriculture. Vous avez 40 000 hectares aménagés dans la plaine d'Embo, à Sangzo. Mais envoyez 10 000 Camerounais là-bas qui vous recréer la société qui produit des ignames, par exemple. Ça fait 1 million de tonnes d'ignames qui vous permettront d'avoir 860 000 tonnes de farine, puisque le pays n'a besoin que de 715 000 tonnes. Ça vous permet d'avoir même 145 000 tonnes de farine que vous pouvez exporter ou que vous pouvez envoyer pour soutenir gratuitement, pour soutenir des pays comme le Burundi, la RCA, le Tchad, etc. Occupez les Camerounais. Les jeunes Camerounais qui viennent avec des projets, ceux qui veulent produire l'électricité ici, ils trouvent des partenaires, ils veulent faire la promotion immobilière, ceux qui veulent construire des usines, laissez-les construire leurs usines, exécuter, réaliser leurs projets. Ils seront occupés. Et il y a beaucoup de jeunes Camerounais tous ces Camerounais-là, le gouvernement doit créer des usines. Au lieu de laisser le bois être exporté en grume ou je sais pas quoi, demandez qu'on crée des usines pour transformer le bois. Ça occupe les Camerounais. On importe trop de riz, le blé, ça fait pas partie de nos habitudes alimentaires. Les vrais problèmes auxquels le gouvernement doit s'attaquer, et pas aux histoires de discours de deux gens sur les réseaux sociaux. Allez dans l'extrême nord, créer de vastes exploitations agricoles pour produire du sorgho et du mil. Parce que, entre autres choses, le sorgho est l'un des aliments qui nous permettait de réduire drastiquement le taux de diabète et les cancers au Cameroun. C'est moi qui dois dire ça au gouvernement. Donc le gouvernement pourrait aller là-bas créer 10 000, 100 000 hectares pour produire du sorgho et du mil. 100 000 hectares de sorgho et de mil, le Nigeria, on en consomme
du Sénégal jusqu'à Djibouti. C'est un immense marché. Donc, le gouvernement fait ça. Et on met des jeunes gens là-bas. Et beaucoup de gens, j'ai entendu beaucoup de leaders d'opinion dire qu'il faut créer les Dangote. Vous prenez l'option de créer les Dangote, vous êtes dans le G7. Il s'agit de laisser, s'il y en a qui émergent, qu'ils émergent. Mais il s'agit surtout de faire des investissements publics massifs, comme en Russie, comme en Chine. Mais la Chine est le modèle du développement. Vous prenez le domaine là où il n'y en a pas. D'accord, docteur. Donnez-moi 2 secondes. Vraiment, excusez-moi, c'est une question extrêmement importante. Votre coup de gueule nous ne parlons pas beaucoup de notre propre pays parfois. Et l'impression que ça donne, c'est que nos problèmes semblent ne pas être importants. Or, ces problèmes-là indiquent le niveau de... Si vous voulez, aujourd'hui, vous sentez que nos pays ont besoin d'être repris en main. Et la reprise en main d'un pays, ce n'est pas parce que vous avez des hommes politiques. Ce n'est pas parce que vous avez des ministres et des gouvernements. Vous avez des chercheurs. Et ces chercheurs-là vont donc créer les tableaux de bord à partir desquels les gouvernements vont gérer le pays. Vous ne pouvez pas être un ingénieur, vous êtes un diplomate. Et l'autre ministre, c'était quoi? Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Bon, je ne sais pas très bien quel est son background. Vous êtes en tout cas, vous êtes l'un s'occupe de la communication, l'autre s'occupe de l'administration territoriale, et un troisième a été premier ministre et directeur d'une entreprise agricole. Oui. Et vous pensez que vous avez les capacités de comprendre ce que les sociologues vont comprendre, les anthropologues, les psychologues vont comprendre? N'importe quel petit psychologue vous aurait dit que si vous constatez qu'il y a une escalade verbale dans le peuple, c'est pas en père Fouettard ce n'est pas agir. Non, ce n'est même pas, ils sont même pas venus en père Fouettard, c'est pas en répétant ça que vous réglez le problème. En le répétant, vous donnez raison au moins à une des parties, ce qui fait que cette partie qui croit qu'elle a raison va donc surenchérir, l'autre va de nouveau répondre. En fait, vous entretenez l'escalade. Les questions importantes d'un pays doivent être gérées d'une manière qui intègre l'expertise scientifique de haut niveau. Le problème chez nous au Cameroun, c'est que les gens ont l'impression que les universitaires, ce sont des types qui servent à rien. Et on peut fermer l'Institut des sciences humaines et après on se retrouve coincé dans des problématiques qui en réalité auraient pu trouver leur solution bien avant. Parce que l'Institut des sciences humaines vous aurait donné des éléments qui vous auraient permis d'anticiper et de pouvoir éviter cette situation-là. Donc, il ne faut pas qu'on parle de ce genre de choses comme ça. Il faudrait qu'aujourd'hui, le gouvernement sache que le problème de fond, c'est que les Camerounais sont pauvres. Et cette pauvreté-là, c'est elle qui alimente toutes ces choses. Quels sont les quartiers dans lesquels les femmes s'engueulent le plus dans la rue? C'est les quartiers pauvres. Est-ce que ça aussi, on doit l'expliquer à un Camerounais quel qu'il soit? Tous les Camerounais sont censés connaître ça. Donc, parce que les gens qui vivent à Bonaprise ou à Bastos, est-ce qu'ils s'engueulent dans la rue? Chacun a de quoi vivre. Il va là-bas chez lui, il ne parle pas aux autres. Il ne crie pas. Il ne crie pas. Mais quand vous allez à Mokolo, vous allez là-bas à Madagascar, vous venez ici à Newbel, je ne sais pas, au village là-bas, c'est là que vous trouvez des femmes qui s'engueulent en route. La pauvreté est le lit de tous les méfaits dans un pays. Tant que dans notre pays, les gens seront très pauvres et que le gouvernement ne fera pas tout pour que le pays se développe, pas lutter contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté, c'est pas un programme politique, c'est pas une option idéologique, ça n'apporte pas, c'est pas ça. Il faut développer le pays, avoir des stratégies de développement. La première, sa monnaie. Une stratégie monétaire, il faut avoir sa monnaie. Et à partir de là, vous commencez à créer de l'industrie. Ça commence par l'agriculture. Et l'agriculture, c'est 3 niveaux industriels déjà. Au-delà, après la production, c'est le stockage, le transport, la transformation. La distribution, c'est autre chose après. Mais seulement l'industrie agricole au Cameroun peut vous permettre de résorber jusqu'à 3 millions, de créer jusqu'à 3 à 5 millions d'emplois. Ce qui veut dire que vous allez mettre fin au chômage, vous allez occuper les gens, et en occupant les gens, ils n'auront pas le temps d'aller ergoter et de regarder 2 ou 3 choses. Et il faut que le gouvernement... Parce que moi, j'ai entendu une histoire du genre, les pauvres en veulent aux riches. Mais il ne faut pas dire ce genre de choses. Les gens qui sont riches dans ce pays,
pour la plupart, le sont parce qu'il y a un État. Or, l'argent de l'État, c'est l'argent public. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever et dire que l'argent qu'il a reçu de l'État du Cameroun ou le gros salaire qu'il reçoit de l'État du Cameroun, c'est parce que lui, il est meilleur que les autres. Ou parce que ça veut dire que c'est pour lui. Non. Donc, vous ne pouvez pas dire que les pauvres, ils envient les riches. On ne dit pas ça. Ce qu'on dit, et surtout quand le gouvernement prend la parole, c'est « Messieurs, à compter de demain, sachez qu'on a ouvert une usine à tel endroit. À compter de demain, sachez qu'on a lancé un chantier d'infrastructure à tel endroit. À compter de demain, on lance la construction d'un barrage ou d'une centrale électrique à tel endroit. On lance la réhabilitation, la Sonara à tel endroit, à tel jour. » Voilà ce que le gouvernement dit. Et le gouvernement vous dit, du fait de tout cela, il y a 100 000 emplois ouverts, 100 000 postes. Tout le monde, regardez quand on lance les concours ici, vous voyez encore les gens sur les réseaux sociaux. Parce que chacun est en train de faire son dossier, chacun veut avoir son poste. Donc si le gouvernement dit ça, vous aurez au moins 1 million de gens qui ne vont donc plus rien dire et qui vont aller chercher cet emploi-là. Et il n'y aura pas tout ça. Et ça, il faut que les gens viennent des sciences humaines pour expliquer ça au gouvernement. Et si le gouvernement écoute ces gens qui viennent des sciences humaines, humblement, parce que quand vous avez la science, vous n'êtes pas là, c'est pas vous qui devez être humble devant les gens. C'est ceux qui doivent vous écouter qui doivent être humbles. Mais vous, vous êtes le scientifique qui dit « Ah, moi, voici ce que je pense. Après, c'est à vous de voir si vous pouvez l'utiliser. » Donc, le gouvernement doit recréer l'Institut des sciences humaines qui va l'aider dans sa prise de parole publique afin qu'il évite de dire tout et n'importe quoi et surtout qu'il évite d'amener le peuple à le critiquer pour rien. Parce que ce gouvernement, on le respecte. On a besoin qu'il fasse du bon travail. Et le peuple camerounais est une source d'inspiration extraordinaire. Il faut que le gouvernement écoute le peuple. La communication gouvernementale, ce n'est pas les ministres qui parlent. La communication d'un gouvernement, c'est des ministres qui écoutent. Et qui écoutent le peuple. Et les scientifiques. Voilà ce qu'on appelle communiquer en matière gouvernementale. Merci, Dr Yamtimba. Merci infiniment pour votre coup de gueule de ce soir, si on peut le considérer ainsi, en ce qui concernait la question de la conférence de presse des différents ministres cités tout à l'heure sur l'escalade verbale. Ce fut un plaisir de vous écouter également sur les différentes analyses géopolitiques que vous avez pu faire ici avec nous. On parlait de la Russie qui a lancé un avis de recherche contre Karim Khan, qui est le procureur de la Cour pénale internationale. Nous avons également refait le sommet du G7 qui s'est achevé ce 21 mai 2023 à Hiroshima, ainsi que les questions chinoises et russes qui étaient donc en une, mais beaucoup plus russes, puisque la présence de Vladimir Poutine était tellement... la présence de Volodymyr Zelensky, était tellement attendue, le président ukrainien, pour, disait-il, en ce qui concerne le représentant de l'Ukraine de ce côté-là, pour de grandes décisions. En tout cas, dans les prochains jours, certainement, on verra l'opérationnalisation de ces grandes décisions qui ont été émises dans ce communiqué. Dr Yamtimba, à très très prochainement et merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie, madame, et je formule le vœu que le monde connaîtra un peu plus de paix d'ici quelques années et peut-être à partir de ce soir. Oui. Et que dans mon pays, le Cameroun, sur mon continent, l'Afrique, mais dans mon pays, le Cameroun spécifiquement, que nous allons apprendre à nous écouter, à nous parler calmement, à savoir que nous dépendons chacun de tout ce que nous rencontrons. Et que c'est une chance d'avoir chacun d'entre nous. Une seule personne, nous avons tendance à le dire quand nous sommes amoureux. Un seul vous manque et le monde est dépeuplé. Oui. Mais c'est encore plus vrai pour la vie de tous les jours. Quand il y en a un qui n'est plus là, c'est comme si le monde est dépeuplé. Nous devons donc considérer que nous avons la chance d'avoir 30 millions de compatriotes. Et ces 30 millions de compatriotes, c'est notre richesse, c'est notre force. C'est les épaules sur lesquelles nous pouvons poser notre tête quand tout va mal. Donc parlons-nous avec respect, avec joie et rappelons chaque jour la chance que nous avons d'avoir chacun des 30 millions de Camerounais comme compatriotes.
Merci infiniment également à Albert Dimonguet qui a assuré la partie technique dans le cadre de cette émission L'Hebdo. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour refaire ensemble l'actualité géopolitique, politique également et diplomatique même également voilà, la semaine prochaine. Merci de rester connecté sur nos différentes plateformes For You Media Africa, l'application éponyme, sans oublier nos fréquences radio et télévision. Au revoir à tous.